Vous pensez connaître la maison d'un milliardaire? Attendez de voir ce qu'elle cache en dessous.
Il y avait une porte blindée menant aux salles techniques, une trappe basse sous les escaliers et à la gauche du pilier, une pile de dossiers fermés avec un trombone gérant. Un bureau, plus loin, visible à travers une porte entr'ouverte, et sur le coin du bureau, un chèque plié qui portait un nom connu, Andrew Granger. Tout dans cette cave déformait la réalité comme une loupe. Comment un homme riche finit-il attaché dans le noir? Pourquoi personne n'avait remarqué qu'il manquait à l'appel? Pourquoi la presse n'avait pas fait d'histoire? Les pensées filaient et se heurtaient. Clara savait une chose, si elle partait maintenant, elle fermerait les yeux sur la misère d'un homme qui pourrait mourir avant le coucher du soleil. Si elle restait, elle risquait sa peau. Un bruit de pas interrompit son hésitation, des pas légers sur l'escalier, un souffle hautain dans la cage d'escalier. La lumière s'alluma au-dessus d'eux. L'homme sur le palier était en costume, impeccablement coupé, comme les riches aiment paraître quand ils viennent vérifier que tout marche bien. Il avait le regard d'un homme qui n'aimait pas l'imprévu, et sous ce regard, l'arrogance d'une maison qui se pense au-dessus des lois. « Qu'est-ce que vous fouillez là, madame ?» dit-il, sa voix froide, mais non menaçante à la surface. C'était la phrase d'un homme qui menait le monde. Des années de médias en faisaient une armure. Clara sentit ses muscles se raidir. Elijah, la chambre, les factures, l'inquiétude. « Je nettoie, monsieur. Je suis descendu pour... » Sa légèreté se brisa quand l'homme inclina la tête, regarda Ellis, puis la fixa elle, comme on regarde un insecte importun. « Vous n'avez rien à faire ici. Sortez, maintenant. » Il fit un pas, et la peur se transforma en colère rentrée. Il la retint par le bras, pas brutalement, mais d'un geste qui la projeta contre le mur. Sa main fit un pli sur sa peau, douloureux, et laissa une marque ronde, cuivrée, qui chaufferait pendant des jours. C'était un geste de pouvoir, assez pour imposer, pas assez pour laisser des preuves faciles. « Si vous faites du bruit, nous vous citerons pour intrusion. Nous avons des témoins, nous avons des caméras. Et si vous ouvrez la bouche sur ce que vous avez vu, je m'assurerai que vous n'êtes plus employable. Vous avez un fils, n'est-ce pas? Pensez-y. » Clara sentit son cœur cogner avec la vitesse d'un tabour dans sa poitrine. Elijah, elle pensait à son petit garçon qui aimait dessiner maison et croyait que le monde était un endroit où les gens rentraient chez eux le soir. La menace l'enfonça plus profondément que la douleur sur son bras. Elle se redressa lentement, son visage devenu une masque de calme qu'elle n'éprouvait pas. « Vous avez soif, » dit-elle, trop ferme. Elle sentait l'adrénaline et, contre toute attente, une certaine clarté. « Il faut de l'eau. » Andrew ricana, tout en continuant de la pousser vers l'escalier. « Ce n'est pas votre affaire. Sortez et n'y revenez pas. » Mais Clara ne pouvait pas partir. La photo d'Elijah l'accompagnait comme un fantôme et la vision d'un homme qui pouvait mourir dans l'ombre la rongeait plus que la crainte d'un fantôme judiciaire. Elle recula, feignant l'obéissance, puis, quand il eut le dos tourné, se baissa pour cacher un petit flacon d'eau dans son tablier. Un geste anodin, mais lourd de conséquences. Andrew la vit, et son sourire se fit plus tranchant. « Vous croyez me duper, madame ?» dit-il. « Vos intentions sont claires. » Il sortit un téléphone, pianota, et les secondes étirèrent leur malaise. Quand il rangea l'appareil, il avait l'air d'un homme qui venait d'appeler plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. « Rentrez chez vous. Avant la fin de l'après-midi, la police passera. Si vous parlez, vous périrez dans vos déboires. » Sa dernière phrase tomba comme un verdict. Clara prit une décision en une fraction de seconde qui aurait pu être suicidaire. Elle mentira, elle partira, reviendra. Elle quittera la maison, regagnera le petit appartement où Elijah fait ses devoirs sous une lampe pâle, puis reviendra avec quelqu'un. Elle pensa à Lena, la retraitée du coin, ancienne infirmière qui avait soigné plus d'un voisin sur la table de la cuisine. Elle se souvint d'Ethel, qui tricotait dans la loge et connaissait chaque secret du quartier. Et il y avait Shona, la journaliste locale, pleine de rage, juste ce qu'il faut, qui avait déjà exposé scandale de copropriété. Yvette, l'avocate des droits civiques, était une voix capable de transformer un murmure en procédure. Andrew la poussa dehors et la lumière du monde réel la frappa avec une force qui la rendit aveugle une seconde. Elle prit le chemin du marché, les mains en feu. Sur le trottoir, le visage des gens était indifférent, encore engagé à ne pas voir les fissures du monde. Clara, pourtant, ne pouvait plus se contenter de l'indifférence. Elle rentra chez elle, pas comme une fille battue, pas comme une victime, mais avec la résolution d'une mère qui sait que la survie de son enfant dépendra de ses gestes. Elle atteignit l'ascenseur de l'immeuble, en bas, mit Elijah dans ses bras et se trouva face à la petite main qui cherchait la sienne. Le garçon souffla une question banale. « Maman, tu as eu du travail ?» Clara sentit les larmes lui monter, mais elle les retint. Il fallait paraître forte. « Oui, mon cœur, beaucoup. »
Elle l'embrassa sur le front. Puis, dans la cuisine, pendant qu'Elijah dessinait une ligne de voiture, elle réfléchit vite. Lena connaissait les protocoles. Elle pourrait stabiliser Ellis. Ethel avait une valise de petites astuces, clés, codes, dossiers. Shona savait comment allumer un feu médiatique sans se brûler tout de suite. Yvette, si on la trouvait, saurait comment entamer le processus légal sans se faire écarter. La nuit suivante, Clara ne ferma pas l'œil. Elle passa son après-midi à observer la maison depuis la rue, notant les horaires des allées et venues, les voitures immatriculées, les lumières qui s'allumaient à des heures fixes. Elle appela Ethel avant l'aube. Ethel répondit d'une voix rauque, tricotant comme à son habitude. Clara lui raconta tout d'une traite en n'omettant rien qui pût la compromettre, et Ethel la rassura d'abord par un rire sec, puis par des informations pratiques. « Lena peut venir. Elle a laissé son vieux sac de médecin chez moi. Et la petite Shona, elle est comme un chien de chasse sur les sujets qui sentent le scandale. Yvette, elle travaille avec une association, mais il faut l'aménager. Si tu veux faire ça, Clara, fais-le proprement. On ne joue pas avec des loups sans filet. » C'était un plan fragile qui osait des choses, mais Clara était déjà au-delà du point de non-retour. La marque sur son bras la rappelait, le regard d'Ellis aussi. Elle repensait sans cesse à la façon dont il avait dit « Andrew », comme si prononcer ce nom pouvait envoyer une avalanche. Elle comprenait maintenant que l'affaire n'était pas qu'un simple enlèvement. Le frère avait pris la place, peut-être l'avait-il fait disparaître pour des motifs de succession, pour des affaires de compte. Peut-être. Les hypothèses se chevauchaient comme des rides sur une eau troublée. Le soleil se leva sur une décision. Elle reviendrait. Et quand elle reviendrait, elle viendrait armée de copies, de témoins et d'un avocat. Mais tout cela resterait fragile sans preuve tangible. Dans la poche de sa jette, elle glissa le petit flacon vide qu'elle avait pris dans la cave. Preuve? Non. Promesse. Preuve et promesse à la fois. Elle se souvenait du bruit métallique d'une trappe, d'un tiroir où traînait un stylo à billes qui pourrait appartenir à l'un des Grangers, d'un dossier marqué « Confidential ». Ces indices se présentaient comme des portes qui seraient à ouvrir avec précaution. Ce fut après ces pensées que Clara appuya sur son téléphone, envoya un message bref à Shona. « Il faut qu'on parle. Viens aujourd'hui. C'est sérieux. » Puis à Ethel, « Lena, maintenant. Et Yvette si possible. » Elle savait que chaque mot envoyé était une goutte qui ferait bientôt grossir une rivière. Si cette histoire vous touche, partagez-la. Donnez une voix à ceux qu'on ne regarde pas. Après le message, la logique se mua en urgence. Il fallait préparer une entrée nocturne sans alerte, des gants, un sac avec des bandes, des lampes supplémentaires, une trousse de premier secours. Mais surtout, il fallait un plan pour sortir Ellis de là sans déclencher une réaction en chaîne qui les broierait tous. Elle passa la journée à assembler ces petits gestes comme on assemble une maison de cartes, lent, précis, craignant un souffle. La première rencontre clandestine se fit dans le petit salon d'Ethel, empli de souvenirs et de pelotes de laine. Lena arrive comme une tempête douce, portant un sac en toile et une paire de lunettes au bout du nez. Elle regarda Clara avec une sévérité qui ne jugeait pas, mais pesait. « Montre-moi tout, enfant, » dit-elle simplement. Clara raconta, sans gestes inutiles, sans ajout dramatique. Elle parla de l'odeur, du visage, de la chaîne, du stylo sur le bureau. Lena écouta, hocha la tête et commença à lui expliquer les priorités médicales. S'il est privé de sommeil et d'alimentation, il faut commencer par l'hydratation, par un anti-vomissement, par une compresse chaude. On n'a pas de temps pour les diagnostics, mais on a le temps de stabiliser. Shona arriva en fin d'après-midi, avec ses yeux vifs et sans bloc-notes. Elle n'était pas là pour la une immédiate, elle sentit la fragilité de l'affaire, mais pour jauger l'angle. « On ne balance pas un truc comme ça sans préparation, Clara, » dit-elle. « Si Andrew a des avocats prêts à rembarrer tout témoignage, il nous faut des preuves irréfutables, photos, documents, témoins qui acceptent de parler sous serment. » Yvette répondit au téléphone d'Ethel depuis un cabinet associatif. « Si vous avez des éléments, ne les détruisez pas, ne les manipulez pas trop.
Je peux venir, mais je ne serai pas imprudente. Je dois sécuriser la chaîne de preuves, préparer un mandat, organiser la demande d'accès. Tout cela prendra du temps, mais je vous promets que je viendrai. » Clara sentit alors quelque chose d'imprévisible. Acceptation et une pointe de fierté. Elle n'était plus seule à porter la peur. Elle entrait dans une coalition qui, bien qu'hésitante, avait la volonté de pousser. Les alliances se formaient comme on bâtit un palier entre deux étages trop éloignés. La nuit qui suivit, Clara se glissa à nouveau vers la maison Granger, mais pas comme la première fois, pas nerveuse et naïve. Elle avait regardé la façade, repéré le camion de livraison qui venait chaque matin, noté l'ombre de la fenêtre du bureau. Elle pénétra par un portail de service que personne ne regardait jamais. Sa lampe, cette fois, éclairait avec méthode. Elle avait un sac, quelques bandages, des compresses alcoolisées, un petit miroir pour voir derrière les meubles et un petit appareil photo rudimentaire. Son cœur martelait, mais d'une cadence nouvelle, détermination. La cave accueillit leurs pas, comme si elle se souvenait d'eux. Élise était là, plus faible encore, mais les yeux clairs à l'instant où elle approcha. Elle le regarda sans surprise, comme si sa présence avait été prévue dans un plan qu'il n'avait jamais voulu. Quand elle toucha son bras, il sourit, un sourire qui fut plus un remerciement qu'une joie. « Je savais que quelqu'un finirait par venir, je savais. » Il parla alors, à voix basse, en donnant des détails qu'elle nota à mesure. Andrew aurait manipulé les certificats médicaux, aurait bloqué l'accès au compte. Ce ne fut pas tout, mais ce fut assez pour que Clara comprenne qu'elle tenait un fil qui, tiré, pourrait révéler un tissu de mensonges. Elle prit des photos, une main tremblante contre l'objectif. Elle mit une couverture autour d'Élise, commença à humidifier ses lèvres avec une compresse. Tout semblait se dérouler comme prévu, avec la lenteur d'un animal qui guérit, jusqu'au moment précis où un bruit, imperceptible à d'autres, fit éclater la tension. Un clic de serrure quelque part au-dessus, plus proche que d'habitude. Une lumière de veille au rez-de-chaussée clignota. Clara retint le souffle. Elle connaissait le bruit des caméras, elle avait vu les panneaux indiquant leur présence. Elle sentit, pour la première fois depuis qu'elle avait pris cette décision, le poids de la surveillance. Quelque chose devrait être entrepris ce soir ou demain. Il fallait trouver la preuve dans le bureau, arracher au monde ces documents qui expliquaient la disparition d'Élise, comprendre le rôle d'Andrew dans tout cela. Mais la logique de la prudence s'imposa. Il fallait plus d'alliés, il fallait un verrou légal, il fallait une stratégie pour exposer Andrew sans que tout ne retombe sur eux. Clara rangea son appareil, recula un pas, fit un signe à Élise, un petit mouvement de tête qui signifiait « Tiens bon ». Puis, dans le silence épais du sous-sol, elle remonta, laissant derrière elle la lampe éteinte, comme on referme un chapitre fragile. Pourtant, au moment où elle posa le pied sur la dernière marche, elle sentit quelque chose d'inéluctable, que la maison n'appartenait plus seulement aux Granger, qu'en dessous du parquet, sous le vernis lisse des affaires, il y avait une vérité qui attendait d'être tirée au grand jour. Elle pensa à Elijah endormi, à Lena qui préparait des pansements, à Shona qui maniait les mots comme une arme, à Yvette qui ferait parler la loi. Et elle sut que le monde allait changer d'un coup d'aile qu'elle seule avait osé commencer. La nuit était encore jeune, mais le plan était posé comme une main sur une table. Clara rentra chez elle et posa la petite lampe sur la table de la cuisine. Elijah, l'air encore rêveur, regardait les dessins étalés et demanda, les yeux mi-clos, « Tu as réussi ?» Clara lui sourit, un sourire découpé dans la fatigue et la promesse. « Pour l'instant, on tient. Demain, on avance. » Elle ne savait pas encore tout ce que cela demanderait. Les menaces s'intensifieraient, les avocats d'Andrew feraient pleuvoir des contrats, la presse chercherait un angle juteux, et la maison Granger se défendrait comme un animal blessé. Mais quelque chose s'était brisé dans l'ordre établi. La voix d'une femme ordinaire venait de commencer à faire trembler une façade d'impunité. Et tandis qu'elle éteignit la petite lampe, la silhouette d'Élise dans sa mémoire se mêla à l'image d'Elijah endormi. Entre les deux, un chemin s'ouvrait, étroit, dangereux, mais possible. Clara posa la main sur la petite clé du tiroir où elle gardait les reçus, respira
et avec la précision d'une stratégie qu'on affûte, nota le premier acte à mener le lendemain matin. Le lendemain, le ciel avait la couleur d'un drap lavé trop vite, pâle, sans promesse. Clara se leva avant l'aube, comme une alerte qui ne s'éteint pas. La marque sur son bras la chauffait comme une mémoire, mais il y avait autre chose qui la tenait éveillée. La question de la manière dont on sort un homme de dessous une maison qui refuse qu'on mette le nez dans ses fondations. Léna arriva avec une trousse plus grande que sa silhouette ne la laissait deviner. Son sac semblait contenir 10 vies médicales, bandages stériles, un petit thermomètre, seringue vide, une bouteille de solution saline et ce vieux stéthoscope qu'elle portait comme un talisman. Elle posa tout sur la table de la cuisine, parla d'une voix basse et décidée. « Il faut que nous le stabilisions avant de le transporter. Même une demi-heure de mauvais mouvement peut le flinguer. » Ethel avait apporté un petit chariot pliant, le genre qu'on prend au marché pour ramener les courses. Elle le déclara parfait pour un paquet fragile et en fit une blague qui fit sourire Clara, mais la blague se brisa vite. Chaque respiration d'Alice valait plus qu'un chariot et l'humour ne changeait pas la réalité. Shona avait, quant à elle, déjà commencé le travail d'une autre nature. Elle parlait vite, exacte comme un bot sur le fil. « Il me faut un angle qui tiendra la presse et qui nous protégera. Si on commence par un remous sans document, les avocats d'Andrew fermeront tout en un week-end. Il nous faut quelque chose de tangible, un contrat signé, un transfert bancaire, une fiche de sortie médicale falsifiée, des documents qui, une fois publiés, obligent la police à agir pour ne pas paraître négligente. » Elle avait l'air à la fois excitée et terrifiée, l'adrénaline d'un journaliste qui sait qu'il tient une histoire qui peut bouger des montagnes, mais qui plonge aussi dans des pentes dangereuses. Yvette, quand elle arriva, ne parla pas longtemps. Elle avait lu la situation en une phrase. Urgence médicale, possible enlèvement, risques légaux. « Il y a 2 voies, dit-elle simplement. L'une, nous travaillons avec la police et demandons un mandat. L'autre, nous devons extraire Ellis en urgence pour prévenir sa mort et assumer le risque d'une accusation de kidnapping. Je ne peux pas garantir qu'un juge signera un mandat sans preuves externes, mais je peux préparer ce dont nous aurons besoin si nous devons défendre une extraction d'urgence au nom du sauvetage. » La vérité crue flottait dans la pièce. Il n'avait pas de temps à perdre. Les documents, le stylo sur le bureau, le dossier confidentiel, les chèques pliés, demeuraient derrière la porte sous laquelle Andrew avait claqué une autorité lourde comme une pierre. Ils avaient besoin d'un plan qui les ramène, qui sorte Ellis, et qui mette la maison Granger face à ses mensonges sans leur laisser le temps d'effacer des traces. Le plan fut élaboré en silence, par petites touches, parce que la peur ne se nourrit pas de grandes déclarations. Ils allaient entrer la nuit suivante. Ethel fournirait la couverture logistique, un chariot de lessive, la connaissance des habitudes de la rue, la porte de service que les livreurs utilisaient toujours. Léna aurait sous la main une civière improvisée, des couvertures chauffées et des médicaments pour stabiliser un cœur affaibli. Shona assurerait la diversion en prétextant une panne chez un des voisins de la rue, une histoire de chaudière qui attirerait au moins 2 techniciens. Yvette préparait un dossier légal qui expliquerait, en cas d'impossibilité d'attendre, pourquoi un sauvetage se justifierait. Clara, enfin, était le cœur du plan. Elle connaissait la maison, les allées, comme les plis de sa propre main, et personne ne savait mieux quand une porte pouvait être poussée sans alerter un regard. Ils se répartirent les tâches comme on fait les pièces d'un puzzle fragile. Marisol et d'autres femmes du quartier, prudentes mais prêtes, acceptèrent de jouer le rôle de témoins anonymes si besoin. Elles avaient toutes des histoires d'employeurs qui mentent, de contrats qui dévorent des vies. Elles comprenaient que cette fois, l'enjeu dépassait un contrat non payé. La nuit tomba en laissant une porte entr'ouverte au possible. Le silence pesait plus lourd que la chaleur d'une couverture. Clara mit son manteau le plus épais et glissa dans la poche le petit flacon qu'elle avait pris la première fois. Une promesse vide, mais d'une valeur morale inestimable. Quelque chose qui lui rappelait qu'elle n'était plus autorisée à oublier. La maison Granger respirait comme un animal qui se croit invincible. Les lumières du rez-de-chaussée formaient une barrière d'or pâle. Le camion de livraison qu'Ethel tamaissait entra exactement à l'heure où Ethel l'avait prévu. Un chauffeur distrait prit un instant trop long à vérifier un reçu, et c'est cette distraction qui fut leur complice. Shona fit son bruit de chaudière à la fenêtre d'un voisin, une conversation vive et crédible, et 2 hommes en veste fluorescente s'arrêtèrent plus bas pour examiner une fausse fuite. C'était la minute qu'ils attendaient. Ils passèrent par la porte de service, le chariot pliant discrètement derrière eux.
L'odeur de la cave les accueillit comme une vieille amie qu'on dérangeait. Humidité, poussière et un relent métallique trop familier. Alice gémissait doucement quand Clara posa la lampe et avança. Léna se mit immédiatement à l'œuvre comme si ses mains savaient déjà où poser la science. Elle posa une compresse chaude sur les lèvres d'Alice, glissa une perfusion improvisée, parla de sa voix qui ordonnait sans crier « On t'emmène, tiens bon ». Le moment critiqué arriva quand il fallut faire passer Alice dans le chariot. Il pesait moins qu'un homme en santé, mais sa fragilité compliquait chaque mouvement. Ils l'enveloppèrent dans des couvertures, le dissimulèrent sous des draps froissés comme on cache un trésor trop sensible. Clara sentit la peur la traverser à la racine. Si quelque chose tournait mal maintenant, il pourrait être accusé de tout. Vol, conduite dangereuse, mise en danger. Mais la morale ne dissout pas la morale, cela ne l'entrave pas. Ils firent glisser le chariot, poussèrent, et le silence se brisa à demi. Un pas, des voix. Un homme au long couloir remonta la cave vers la buanderie. Peut-être un domestique, peut-être un vigile. Ils se figèrent. Andrew, souffla-t-il, la voix réduite à une poussière. Non. Les jours suivants furent un champ de battements. Enquête, mensonge, petite victoire, recul. Yvette travailla dans l'ombre avec une précision d'horloger. Elle trouva un juge qui accepta, après des preuves préliminaires déposées anonymement, photos de la cave, les premiers rapports médicaux de Léna et un échantillon des documents ramassés chez Andrew, copie faite la nuit précédente par Clara et Shaona, de délivrer un mandat de perquisition. La clé était de convaincre que la vie d'Alice était en danger et que l'état des comptes montrait des irrégularités susceptibles d'être liées à une disparition. Yvette s'appuya sur des transferts bancaires habilement datés, sur des contrats signés au nom d'organismes écrans et sur un témoignage sous serment d'un employé en cuisine indiquant avoir vu des livraisons suspectes au sous-sol. C'était minimal, mais suffisant pour ouvrir une porte. La perquisition fut brutale et publique. Les caméras affluèrent, les sons d'obus des projecteurs transformèrent la façade en un plateau. Andrew apparut au balcon comme un homme qui ne veut pas que le quotidien se fissure. Il parla à la presse d'une voix polie, indignée par accusation fantaisiste. Mais les gestes parlent parfois plus haut que les mots. Quand des agents sortirent des boîtes scellées, quand ils levèrent des dossiers marqués confidentiels, des relevés bancaires dont certaines lignes indiquaient des virements vers des comptes anonymes, la façade commençait à se fissurer. Les journalistes prirent des photos, les réseaux s'enflammèrent. Dans cette période, la pression sur Clara monta à un niveau presque physique. Elle reçut des appels anonymes où l'on laissait entendre que son emploi et sa sécurité seraient détruits si elle continuait. Elijah fut suivi un soir, pas agressé, mais observé jusqu'à sa porte. Cela fit basculer Clara vers une détermination féroce. Elle résolut que son fils ne connaîtrait pas la peur qui rétrécit. Elle engagea des voisins pour accompagner Elijah à l'école, changeait d'itinéraire et passait des nuits à vérifier chaque plainte de voiture suspecte. Yvette, avec la froideur d'une avocate habituée à la menace, lui dit « Il cherche à te briser. Nous te protégerons, mais tu dois être prête. Quand viendra le moment de témoigner, tu devras tenir. » Le mouvement prit forme publique un soir où Shaona lança un reportage retransmis en direct. Elle avait choisi l'angle qui mettrait la vérité au centre. Montrer les documents, poser les questions, interviewer Léna pour parler de l'état d'Alice et surtout donner la parole à celles qui jusque-là restaient invisibles. Plusieurs anciennes employées, d'abord réticentes,
confièrent anonymement leurs récits. Contrat tronqué, menaces à l'embauche, disparition de salaire. Ces voix, mises bout à bout, formèrent une allégorie plus forte qu'un simple fait divers. La réaction d'Andrew fut typique de ceux qui se sentent coincés. Attaquer la crédibilité des témoins. Ses avocats firent courir des rumeurs, que Clara cherchait la célébrité, que Shona fabriquait des preuves, que Lena exagérait l'état d'Ellis pour faire monter les enchères médiatiques. Ils firent publier des communiqués dénigrant la partialité des sources. L'avalanche arriva, mais trop tard. L'opinion publique avait déjà commencé à se déplacer. Les voix de la rue se firent entendre. On commença à s'interroger sur la place des travailleurs invisibles dans une société qui les oublie. La procédure judiciaire qui suivit fut longue et technique. Yvette prépara un dossier implacable. Relevés bancaires, copies d'emails, factures falsifiées, photographies prises par Shona et surtout la parole d'Ellis lui-même, une fois sa santé suffisamment restaurée pour arrêter de trembler et commencer à dire. Ellis raconta à la barre, d'une voix qui hésitait mais retrouvait sa dignité, comment il avait été isolé, comment des certificats avaient été produits pour le faire déclarer inapte, comment Andrew, selon lui, selon des documents, avait rendu possible sa disparition pour prendre le contrôle de la succession. À la barre, il y avait aussi Lena qui expliqua dans des termes cliniques les conséquences médicales de la maltraitance prolongée, dénutrition, déshydratation, atrophie musculaire. Marisol et d'autres employés témoignèrent des pratiques de la maison Granger et Yvette tissa ces éléments dans un récit cohérent sur la volonté de dissimuler, la falsification de documents et l'abus de pouvoir. La défense fit ce qu'elle savait faire, semer du doute. Ils cherchèrent à dresser des huées contre Clara en la présentant comme une opportuniste et une menteuse possible. Le cross-examen de Clara fut l'épreuve de feu. Pendant des jours, Yvette la prépara. Elle lui expliqua les manœuvres habituelles d'un avocat d'envergure, l'entraîna à garder une voix ferme, à ne pas laisser la colère transformer ses mots. Quand elle monta à la barre, Clara sentit ses genoux vibrer, mais elle se fixa sur une image. Elijah endormi, son petit visage paisible, et elle se mit à parler comme on récite une vérité apprise. Sa voix n'avait pas l'éloquence des hautes écoles, elle avait quelque chose de plus rare, la sincérité affûtée par l'épreuve. Elle décrivit la cave, l'odeur, la chaîne, la façon dont Andrew l'avait poussée contre le mur. Elle expliqua pourquoi elle avait choisi de revenir, comment elle avait senti qu'un homme allait mourir si personne n'agissait. Elle parla aussi d'Elijah et de ce que signifierait pour un enfant de grandir avec la peur d'un père absent pour de fausses raisons. Ce n'était pas de la rhétorique, c'était une vérité de chair. Par moments, un silence traversait la salle d'audience, comme si l'air retenait sa respiration. La stratégie de la défense fut de la faire douter de ses propres mots, de semer l'idée que des détails avaient été inventés. Mais Yvette, astucieuse, utilisa contre eux le fil ténu de la logique, croiser les témoignages, montrer la cohérence entre les documents saisis, les relevés bancaires et la version d'Ellis. Un élément clé fut la découverte d'un serveur distant, un ensemble d'emails entre avocats et comptables où l'on retrouvait des mentions de transfert vers des comptes écrans au moment même où Ellis n'apparaissait plus publiquement. Ces emails, fournis par un informaticien mis à disposition après la pression médiatique, devinrent un pivot qui rendit plus difficile pour la défense de réduire tout à une conspiration isolée. Les semaines passaient, et la presse transformait le procès en une sorte de miroir public, où se reflétaient non seulement les destins des Granger, mais aussi d'une société qui tolère, parfois silencieusement, l'invisibilité. Les alliances se multiplièrent, associations de droit du travail, syndicats, collectifs féminins, apportèrent des déclarations de soutien et firent pression pour que la procédure soit menée avec célérité. Les menaces contre Clara se firent moins audacieuses au grand jour. Il était plus difficile d'assassiner une réputation quand un nombre croissant de témoins et d'organisations vigilantes vous observaient. L'un des moments les plus durs fut quand la défense chercha à ternir la figure d'Elijah, insinuant que Clara avait instrumentalisé son fils. Ce fut un coup bas qui réveilla quelque chose de plus profond chez ceux qui soutenaient Clara. Des mères vinrent témoigner en sa faveur, des voisins racontèrent comment Clara s'occupait d'Elijah avec une générosité presque religieuse.
Ces témoignages simples, sans jargon ni chiffres, retournaient l'attaque contre la défense. L'idée qu'une mère puisse être réduite au silence par une maison puissante eut le don de mobiliser l'empathie. Le procès prit une tournure plus formelle quand des spécialistes financiers exposèrent les flux d'argent. Les chiffres, secs et implacables, traduisirent l'avidité, transferts, comptes offshore, sociétés écrans. L'opinion publique, qui jusque-là était viscérale, se mua en indignation raisonnée. Andrew, qui avait jusqu'alors brandi le pouvoir comme un bouclier, commençait à voir les fissures s'ouvrir autour de lui. Il restait froid en public, mais les commanditaires de l'ombre remarquèrent des réunions plus fréquentes avec ses avocats, des communications qui sonnaient comme des préparations à un naufrage public. Puis vint le jour du verdict. La salle d'audience, qui pendant des semaines avait été un théâtre de tensions polies, devint un espace saturé d'attente. Clara était là, comme toujours, avec la force simple qu'on a quand tout le reste est choisi. Elijah, tenu par une tante ou un voisin, vint pour le verdict, trop petit pour comprendre tout, mais assez pour sentir que quelque chose d'important se déroulait. Quand le jury revint, l'accusation semblait retenir son souffle. Les mots qui prononcèrent la fin d'un chemin vinrent comme à coup sec. Coupable. Pas un seul mot plus long pour décrire l'ampleur du geste. Andrew fut reconnu coupable de privation de liberté, falsification et abus de confiance. Les charges financières restèrent à juger dans d'autres procédures, mais le verdict principal consacrait une part de justice. Dans la salle, plusieurs personnes pleurèrent silencieusement. Pour Clara, ce fut un mélange compliqué d'allègement, de tristesse et d'un étrange sentiment de perte. La justice ne ramène pas le temps perdu, elle n'efface pas les nuits, mais elle donne une visibilité, une reconnaissance qui compte. La condamnation marqua l'ouverture d'une série de conséquences. Des enquêtes financières plus vastes furent lancées. Des fondations et des entreprises furent mises sous surveillance. Mais pour la communauté, la victoire la plus immédiate fut différente. Elle signifiait qu'une femme jusque-là invisible avait obtenu le droit d'être entendue. L'impact social ne resta pas confiné au titre de presse. Marisol et les autres employés commencèrent à former des collectifs pour documenter les abus, réclamer des contrats clairs et construire un réseau d'entraide. C'était le germe d'une transformation. Au milieu de ce tourbillon, une idée jaillit, petite mais claire. Formaliser la solidarité en une structure permanente. Elijah, avec cette étonnante présence d'un enfant qui porte déjà un nom lié à la cause, donna naissance à une impulsion symbolique. L'Elijah Project fut imaginé lors d'une réunion rassemblant Clara, Yvette, Lena, Shona, Marisol et d'autres. Un centre de support juridique, médical et psychologique pour travailleurs domestiques et lanceurs d'alerte. Ils décidèrent qu'ils porteraient le nom d'Elijah, non pas parce que l'enfant avait sauvé l'affaire, mais parce que sa vulnérabilité rappelait la raison profonde des actions. Protéger ceux qui, par leur labeur discret, permettent à la société de tourner sans être vus. La naissance officielle de l'Elijah Project fut modeste. Une ancienne salle de quartier fut rénovée grâce à des dons, des campagnes et des heures de bénévolat. Lena coordonna la clinique communautaire qui pourrait répondre aux besoins immédiats des personnes malades ou maltraitées. Yvette organisait des sessions juridiques où l'on expliquait aux travailleurs leurs droits et comment documenter des abus. Shona promit d'utiliser sa plume pour mettre en lumière des cas et pousser les autorités à agir. Marisol et d'autres montèrent un groupe de parole qui se rencontra chaque semaine. Ce n'était pas un remède magique, mais c'était une construction durable. Les premières personnes à frapper à la porte du centre furent comme des visages déjà vus dans les récits antérieurs. Femmes qui venaient demander conseil, hommes qui cherchaient un soutien pour un parent âgé maltraité. Les récits affluèrent et l'Elijah Project se trouva immédiatement face à la réalité complexe, la pauvreté, la dépendance économique, la peur des représailles. Mais il fut aussi un lieu où l'on apprenait à se tenir droit, à écrire des contrats clairs, à prendre des preuves photographiques, à garder des copies de fonds et à ne plus se laisser écraser par la hiérarchie domestique. La reconnaissance publique de Clara fut, paradoxalement, discrète. On lui offrit une clé, une petite cérémonie symbolique, la clé d'une maison prête à être remise à sa disposition. Ce n'était pas une fortune,
C'était la possibilité d'un toit qui n'était pas instable et d'un jardin où Elijah pourrait courir sans craindre des yeux indiscrets. Plus significatif encore fut le fait qu'une plaque inaugurale fut posée au centre. Sur la plaque, on grava un simple message « À ceux qu'on n'entend pas, pour que leur voix soit écoutée ». Le jour de l'inauguration, Clara resta en retrait pendant que la presse saisissait les images. Elle vit Léna parler d'une voix ferme, Yvette expliquer des démarches, Shaona dire quelques mots sur la responsabilité du journalisme. Elijah courait entre les tables, une petite énergie qui rappelait à chaque pas la fragilité et la force de l'enfance. Plusieurs femmes du quartier prirent la parole et dirent qu'elles avaient perdu la peur de parler. Ces discours, plus que les feux de la rampe, firent vibrer quelque chose de durable. Dans la maison nouvelle que l'on donna à Clara, les premiers jours furent une découverte. Les murs ne portaient pas les mêmes cicatrices que l'appartement ancien, mais il fallut du temps pour que la tranquillité cesse d'être suspecte. Elijah fit des dessins qu'il accrocha au mur. L'un d'eux représentait une maison avec une grande porte et une fenêtre ouverte sur un ciel où un oiseau vole. C'était peut-être le dessin le plus simple et le plus exact de toute l'histoire. Clara le regardait souvent, et parfois la peur revenait, mais elle avait appris à l'accueillir sans laisser qu'elle devienne directive. Élise, de son côté, commença une reconstruction plus lente. La justice matérielle ne guérit pas l'esprit. Il fit face à des tribunaux autres que celui de la peine pour son sauvetage. Il imagina des gestes de réparation, il exprima des regrets sincères à la barre. Sa relation à Clara resta marquée par une dette morale. Il offrit de soutenir l'Elijah Project, non par un geste de domination, mais par une implication qui voulait être vraie. Cela ne réparerait pas les années, mais cela fit émerger une possibilité, que ceux qui avaient été brisés puissent aussi devenir partie de la réparation. L'un des épisodes les plus douloureux fut l'audition publique, où des personnes maltraitées parlèrent sans filtre de leur peur. Les témoignages étaient parfois simples, parfois déchirants, mais ils avaient en commun la force d'une vérité soudaine partagée. Ces moments firent plus pour l'éducation publique que toute campagne. Ils obligèrent des institutions à revoir leurs pratiques, des agences à mieux contrôler les entreprises qui emploient à domicile et des syndicats à mettre en place des cellules d'accueil plus robustes. La reconstruction sociale prit des formes inattendues. Des avocats proposèrent pro bono leurs services, des médecins organisèrent des cliniques de dépistage pour travailleurs, des écoles locales ouvrirent des ateliers sur les droits du travail. Le récit qui avait commencé dans une cave s'était transformé en mouvement. Les ateliers de l'Elijah Project n'étaient pas seulement juridiques, ils enseignaient la photographie des preuves, l'usage basique d'un smartphone pour enregistrer ce qui compte et la manière de garder sa dignité face à des menaces. Clara, à chaque étape, gardait la même simplicité. Elle avait appris à dire non au projecteur quand elle le souhaitait et à accepter l'aide quand elle en avait besoin. Elle sut dire les mots qui comptaient le soir où l'on remettait les clés de la maison. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Elijah. Ce « et non », cette phrase comme un talisman, fit pleurer quelques-uns. Le temps apporta aussi la complexité, des procès parallèles sur la fraude financière, des appels, des arrangements. Andrew, qui avait tout misé sur son pouvoir, se trouva finalement face à la justice et à la logique des institutions qui, lentement mais sûrement, remettaient de l'ordre. Les peines tombèrent, et avec elles une leçon publique. L'impunité n'est pas absolue lorsque la société s'éveille. Les nuits restaient parfois longues pour Clara. Il y avait des jours où elle se réveillait en sursaut à cause d'un bruit, ou des soirs où elle regardait le plafond en se demandant si tout cela n'avait pas été un rêve. Mais la présence d'Elijah, de Léna, d'Yvette et d'une communauté qui avait appris à tenir la rassurait. L'Elijah Project, loin d'être une simple institution, était devenu une maison où l'on chantait parfois, où l'on pleurait aussi, et où l'on partageait le café du matin avec des volontaires. La dernière scène du procès public de l'histoire n'était pas le jugement d'Andrew ni l'inauguration du centre, mais une matinée où Clara prit la main d'Elijah et l'emmena au jardin public. Le garçon qui avait appris à dessiner des maisons posa une feuille sur l'herbe et dessina une grande porte ouverte. Il leva la tête comme si le monde pour lui ne pouvait être fermé. Clara observa les passants, certains pressés, d'autres assis à la terrasse d'un café, un vieil homme qui promenait son chien.
Elle sentit que sa propre invisibilité avait été remplacée par quelque chose, d'une visibilité qui n'était pas d'ego, mais de responsabilité. Quand ils rentrèrent, elle alla ouvrir une boîte qui contenait la petite clé symbolique de la maison. Elle la tint un instant et la laissa tomber sur l'herbe du jardin. La clé roula et s'arrêta, puis quelqu'un la ramassa, une voisine qui sourit et dit simplement « Elle est pour vous ». On a tous un peu contribué. Ce geste anodin et chargé résume la fin d'un chemin. La réparation ne vient pas d'un seul, mais d'un tissage patient. Le monde avait changé, pas dans un clin d'œil, mais dans une série de gestes accumulés. Témoignages recueillis, mains tendues, procès, soins. L'histoire de la femme de ménage et du milliardaire n'était plus une anecdote sensationnelle. Elle s'était transformée en une leçon sur l'importance de regarder en dessous des façades, d'entendre ceux que l'on fait taire et de construire des institutions qui protègent les vulnérables. À la tombée d'un soir ordinaire, Clara posa Elijah au lit. Il avait dessiné la maison avec la porte grande ouverte et en dessous quelques petits personnages qui tenaient des mains. Elle lui caressa la joue et murmura « Tu sais, mon cœur, nous avons fait quelque chose qui dure. » Elijah, à moitié endormi, hocha la tête. « On a sauvé le monsieur qui était dans la cave ?» demanda-t-il. « Oui, répondit-elle, et on a aidé les autres aussi. » Clara éteignit la lampe de chevet et resta un instant dans le noir, le cœur lourd mais apaisé. La route avait été dangereuse et parfois injuste, mais elle avait choisi de la franchir. Demain, elles iraient au centre pour voir qui avait besoin d'un pansement ou d'un soutien. Demain, elles iraient encore au tribunal pour une autre audience. Mais demain importait parce qu'il y avait maintenant une base solide pour agir. Si vous avez été touché par cette histoire, si elle a fait résonner quelque chose en vous, soutenez les initiatives locales qui protègent les travailleurs domestiques et les lanceurs d'alerte. Chaque témoignage, chaque don, chaque heure bénévole compte pour que d'autres ne restent plus invisibles. La dernière image reste simple. La plaque sur la façade de l'Elijah Project réfléchissant la lumière du matin, les pas d'enfants sur le trottoir et Clara, au seuil, regardant le monde non pas comme on surveille un danger, mais comme on veille sur une promesse tenue.